Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. À la une de cette édition, investiture dans le RDPC. La bataille est rude sur le consensus autour des listes de candidatures. Certains élus en fin de mandat disent se remettre à la sagesse de la hiérarchie du Parti des Flammes. Et puis lutte contre le trafic des espèces protégées au Cameroun. 95 perroquets et 2 billes du Bubinga destinés à la commercialisation viennent d'être saisis des mains des trafiquants à Créby. Et à l'étranger, s'achemine-t-on vers un scénario syrien à l'Égypte? Le pays s'est enfoncé un peu plus dans le chaos depuis la chute de Mohamed Morsi du pouvoir. Le sujet nous intéresse en deuxième partie de ce journal. A tout de suite. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons des législatives et municipales 2013 en ouverture de cette édition d'information. Le consensus est difficile autour des listes de candidatures. Dans le RDPC, les batailles en vue des investitures ont commencé ce jour. Eh bien, certains élus dont le mandat s'achève bientôt disent se remettre à la sagesse de la hiérarchie du parti. Pour plus de précisions, voici le reportage de Sal John, Emmanuel Diop et Marcelin Dansop. En optant pour les investitures, le président national du RDPC a donné le coup d'envoi des batailles dans les différents états-majors. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura match dans le choix des candidats du parti au flambeau. Et c'est le consensus recherché par la hiérarchie du RDPC qui sera mis à rude épreuve. À Akonolinga, par exemple, une dizaine de listes circulent ces derniers jours. Il faut pourtant en arrêter une seule qui portera la voix de tout l'arrondissement. Et ce n'est pas une mince affaire. Réunions et concertations se multiplient dans ce sens. En leur disant que nous devons faire un cercle de réflexion et qu'on présente une seule liste. Une seule liste. Pas 2 listes, pas 8 listes. Et ce consensus, nous devons le trouver à travers des causeries de ce genre. Certains cadres du parti refusent de se prononcer sur les batailles rangées qui ont cours en ce moment. Ils préfèrent mettre au devant de la scène leur bilan, seul argument qui devrait militer en leur faveur et orienter la décision finale de la hiérarchie du parti. Ceux qui investissent, notamment le parti, n'ira dans le sens que des candidats populaires, des candidats qui ont bien travaillé, des candidats qui n'ont pas de problème. Et les militants aussi, je pense que c'est le même critère qu'ils vont utiliser pour choisir les candidats qu'ils veulent. Les investitures ont aussi pour vocation de lutter contre le règne de l'argent qui marginalisait les militants de première heure qui n'avaient pas de moyens. Entre ceux qui pensent que leur tour est arrivé de bénéficier enfin de la reconnaissance du parti et ceux qui sollicitent, coûte que vaille, un nouveau mandat, le match au RDPC s'annonce serré. Toujours dans le cadre des législatives et municipales du 30 septembre prochain, Samuel Fonkam Azou attire l'attention de l'administration sur la gratuité de certaines pièces nécessaires à la constitution des dossiers de candidature. Le président du conseil électoral de l'ECAM ne doute par ailleurs pas de la capacité de sa structure à examiner minutieusement les listes qui seront bientôt soumises à son étude. Marcelin Dansop, une fois de plus. Depuis la convocation du corps électoral, les débats s'animent sur la charge de travail qui attend le conseil électoral d'Elections Cameroun. Des centaines de dossiers vont être examinés dans un délai de 15 jours, jugés court. Pourtant, à Elecam, on rassure que le défi sera relevé. En plus des 17 membres du conseil électoral, le personnel en service dans les démembrements va être mis en contribution. Nous sommes condamnés à faire ce travail. Nous nous y sommes pris assez tôt. Nous sommes bien sûr avec l'organe opérationnel d'Elections Cameroun, qui est la direction générale, qui a mis en place un logiciel qui devrait gérer ce processus. Car là où nous parlons, il y a des équipes sur le terrain qui sont en train donc de former nos collaborateurs pour la réception, le traitement des dossiers. Eux ne sont pas à leur première expérience. Ce n'est que l'ampleur qui change. Je crois que les gens avaient aussi ces doutes. Notre capacité ne pourra être prouvée qu'au jour du scrutin. Un bruit a circulé ces derniers jours portant sur la démobilisation du personnel de l'ECAM. Pour le président du conseil électoral,
Il ne s'agit que d'une folle rumeur. Samuel Fonkam Azou persiste et signe. Le personnel d'Elections Cameroun est grassement payé. Des bruits de rançonnement ont également cours depuis le début de la constitution des dossiers de candidature. Samuel Fonkam Azou met les pendules à l'heure. Les documents judiciaires doivent être délivrés gratuitement en matière électorale, l'article 295. Et cet article indique aussi que les extraits d'actes de naissance doivent être délivrés sur papier libre gratuitement. Parce qu'il y a des partis politiques qui nous ont saisis pour l'application de ces dispositions légales. Rendu ce mardi, à une semaine du délai légal, aucun dossier de candidature n'a encore été déposé au siège d'Elections Cameroun. Samuel Fonkam Azou, le président du conseil électoral d'Elections Cameroun, porte donc un démenti sur les rumeurs de problèmes de salaire du personnel d'Elections Cameroun. Je propose de l'écouter au micro d'Equinox Télévision. Il n'y a pas de navigation à vue à Elections Cameroun. Et ils sont payés mieux que les gens qui travaillent à la fonction publique. Les bacheliers ici chez nous gagnent plus que les médecins, les bacheliers qui travaillent à Elections Cameroun. Donc ils sont bien payés et je crois que ça doit être une folle rumeur. Les états d'âme de ceux qui travaillent avec nous ne nous intéressent pas. Nous faisons de notre mieux pour qu'ils soient rémunérés. Ils sont rémunérés à temps. Ils ont même d'autres facilités pour travailler. Donc je venais d'être dans la Damawa où j'ai rencontré le personnel. C'était la sérénité totale. Donc je ne sais pas d'où vient cette nouvelle. Mais s'il y a des gens qui voulaient peut-être faire cela, moi je leur demande de pouvoir se concentrer sur ce travail qui est important. Chaque fois que je rencontre les collaborateurs, je leur dis, c'est un honneur de travailler dans une institution comme Elections Cameroun, de par le monde. C'est un honneur. Et l'honneur a un prix. Dans cette démarche-là. Loin des élections législatives et municipales à présent, comment mettre un terme à l'incivisme grandissant au Cameroun? Un colloque international civique réunit les experts à Yaoundé pour répondre et même trouver une solution à cette préoccupation. Yannick Bazoua. Le Cameroun fait aujourd'hui face à une avancée importante de l'incivisme dans toutes les sphères sociales. Vente publique des films pornographiques, bagarres dans les rues, prostitution, consommation d'alcool, téléphoner en conduisant, le banditisme, l'habillement indécent, la liste est loin d'être exhaustive. Des images, fruits de l'ignorance des règles civiques. Et pourtant, le développement d'un État ne pourra se construire avec une jeunesse en pleine déperdition. Si les jeunes ne suivent pas les investissements publics de leur pays, il est évident qu'on va passer le temps à recommencer et les jeunes n'auront jamais une piste pour pouvoir s'exprimer. Face à la conjoncture qui perdure, promouvoir les valeurs essentielles du patriotisme apparaît aujourd'hui comme l'un des grands défis que le Cameroun est appelé à relever. Ceci afin de construire une cité où la démocratie, où le respect des uns et des autres, le respect des institutions et des lois est une valeur qu'on vit au quotidien. C'est ce qui justifie le caractère tout particulier de ce colloque qui s'est ouvert ce lundi 8 juillet au Palais des Congrès de Yaoundé. Sous le thème « Éducation civique et intégration nationale, enjeux, défis et perspectives pour la construction d'un Cameroun exemplaire ». Des chiffres qui font peur à présent en santé. On parle de plus d'1 million de cas du cancer du sein détectés chaque année dans le monde. Et l'on note plus de 400 000 femmes qui en décèdent. Ces chiffres ont été révélés au cours d'une campagne de dépistage gratuite du cancer du sein à Douala. Y prenaient part également à cette campagne nos reporters Georges Mitterrandam et Flotamko Bensi. Madame Gawa, la cinquantaine révolue, a tenu à s'informer sur l'état de santé de ses seins. Il n'y avait pas meilleure occasion pour elle que cette campagne de dépistage gratuite du cancer du sein. J'ai aussi une cousine qui a déjà eu le cancer du sein, qu'on a opéré, qu'elle a fait même la chimio.
On m'a dit que bon, comme la famille peut être prédisposée à faire au cancer, donc c'est mieux que j'aille faire la mammographie. Les femmes sont les premières victimes du cancer du sein. Les hommes également peuvent en être porteurs. 75% de cas de cancer du sein se retrouvent chez les femmes de plus de 50 ans. On constate tout de même que le mal gagne du terrain au sein des couches de plus en plus jeunes. C'est le sein des femmes de 30 à 30 ans en montant. Le cas, c'est dans les 30 ans, mais le plus fréquent, c'est dans les 50, à partir de 50 ans en montant. Si on voit le cancer tôt, chez une femme, on lui fait la chimiothérapie et après on fait une radiothérapie ou une chirurgie. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'une femme vive avec un sein normal que de mourir avec les deux seins de cancer de sein. Principale cause de mortalité chez la femme entre 35 et 65 ans, les causes du cancer du sein ne sont pas précis, mais il y a des facteurs à risque. Il y a apparemment des risques familiaux. C'est-à-dire que si une mère fait un enfant, il y a de fortes chances que sa fille fasse un cancer de sein. Sans qu'on... Bon. Également, on a également trouvé que les médicaments comme les pilules sont des facteurs favorisants. Mais non, comme tous les cancers, on n'a pas encore vraiment circoncis les causes, les facteurs déclenchants ou favorisants. Selon les spécialistes de la santé, le cancer du sein détecté à un stade précoce est plus facile à traiter. Pour cela, les femmes, voire les hommes, doivent se soumettre de manière régulière à la mammographie. Lutte contre le trafic des espèces protégées au Cameroun. Eh bien, 95 perroquets et 2 billes du Bubinga viennent d'être saisis des mains des trafiquants à Kribi. C'est dans la région du Sud. Et ces espèces attendent actuellement d'être vendues aux enchères publiques. Joseph Abenabena. La forêt et la faune camerounaise constituent au jour d'aujourd'hui un foyer d'enrichissement illicite. Voici 95 perroquets qui viennent d'être saisis par la délégation départementale des forêts et de la faune de l'océan. Pourtant, le Cameroun vient d'être sanctionné pour exportation abusive de cette espèce d'oiseau. Ce sont des Ghanéens, ce sont des Nigérians qui sont en train de mener cette activité illicite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation du perroquet est régie par la CITES. C'est une convention. Or, plus d'une fois déjà, le Cameroun a déjà été suspendu parce qu'on a souvent un quota de 12 000 perroquets à exporter par an. Et quand on fait le décompte total, finalement, on se retrouve parfois à plus de 24 000 perroquets. La forêt aussi fait l'objet de convoitises exagérées. Voici 2 groumiers portant chacun une bille de bibinga de plus de 100 ans d'âge, d'après les spécialistes qui craignent que cette espèce rare ne disparaisse finalement. Vous savez, quand on protège une espèce, ça veut dire qu'on a constaté que l'espèce est en train de disparaître. Donc, les bibingas, personne n'en parlait depuis qu'on fait l'exploitation forestière, mais subitement, le bibinga est devenu une essence très prisée avec l'arrivée des Chinois sur le terrain. Au-delà de ces 2 espèces saisies, les tortues marines ne sont pas en sécurité. Malgré la politique de parrainage, leur viande très prisée est consommée par tous, y compris ceux qui sont censés les protéger malheureusement. Restons dans le département de l'Océan pour parler cette fois-ci des marchés publics où 11 chantiers ont été abandonnés en 2012. Le constat a été fait lors du dernier comité de suivi participatif, toute chose qui a amené les autorités locales à effectuer des contrôles inopinés sur le terrain. Joseph Abenabena, une fois de plus. La gestion des marchés publics constitue une véritable préoccupation dans le département de l'Océan. Au terme de l'exercice 2012, 11 chantiers ont été abandonnés, parmi lesquels un CES et un marché frontalier. Cette situation a poussé l'administration locale à des contrôles sur le terrain des travaux. Ici, à une trentaine de kilomètres de Kribi,
le village Nkonlon a bénéficié d'un forage d'eau potable du projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural. Nkonlon, c'est un village qui est long de pratiquement 7 km. Le projet a couvert 4 km et demi et nous avons une population de près de 4000 personnes habitant ici en Nkonlon. Et ça nous fait plaisir parce que, comme vous avez vu, les populations tout à l'heure qui disent qu'avec Polia, nous avons l'eau et nous avons la vie parce que l'eau est quand même la plus grande denrée qui est nécessaire aux populations. Le sous-préfet d'Eniété ainsi que les responsables du projet veulent se rendre compte de la qualité des travaux. Les populations d'Nkonlon, qui peinent depuis longtemps à accéder à cet élément vital qu'est l'eau potable, s'en servent déjà même avant l'inauguration. Seulement, de tels projets, aussi louables soient-ils, ne prennent pas souvent en compte le suivi chez les villageois. Aussi, après quelques mois, assiste-t-on très souvent à une ruine sans maintenance des équipements. Ces forages abandonnés ne constituent qu'une illustration. Intéressons-nous à présent à encore des métiers qui souhaitent mettre de l'ordre dans sa tenue vestimentaire. Il s'agit notamment de l'ordre national des avocats qui annonce des sanctions à l'endroit de ces avocats qui vont continuer à arborer leur robe dépourvue des accessoires réglementaires. Pour avoir plus de précisions, voici le reportage de Yannick Mazoua. Les toges ou robes des avocats camerounais sont issues de deux cultures différentes. Celle francophone, toge noire avec épitoge à double rang d'hermine assortie d'un rabat blanc et d'une toque. Toque noire avec épitoge à double rang d'hermine assortie d'un rabat blanc et d'une toque se porte sur un costume de préférence sombre avec des chaussures noires pour les hommes. Tandis que pour les femmes, cette robe se porte sur une robe ou un tailleur. Et celle anglophone. Pour les femmes, on a la toge elle-même qui est de couleur noire, le rabat qui est de couleur blanche, et puis on a la toque. Vous pouvez trouver des couleurs blanches et vous pouvez trouver du beige ou bien du blanc cassé. Bon, chez les hommes, ils ont une chemise qui est coupée d'une manière différente. Et en plus de la chemise blanche, ils ont aussi un rabat. Malheureusement, ce dualisme de culture a créé un problème de port correct de la robe. Nous avons pu constater que si la robe de tradition francophone ne posait pas véritablement de problème dans la mesure où la seule omission qu'on a pu observer, c'est celle du port de la toque, qui est une espèce de chapeau. Pour ce qui concernait par contre la robe anglo-saxonne, les avocats choisissaient de mettre un des accessoires à leur choix. Et pourtant, le port des robes dépourvues des accessoires réglementaires expose l'avocat à plusieurs sanctions. Soit l'admonestation du bâtonnier, soit un avertissement, soit un blâme, soit une suspension d'exercice ou la radiation. Loin d'un objet de fantaisie, la toge est un attribut professionnel qui distingue l'avocat du justiciable et le situe dans l'élite judiciaire. Et en religion, c'est finalement demain que débute le jeûne du Ramadan, une période de privation et de prière de 30 jours pour les fidèles musulmans. Julingue. Contrairement à ce que beaucoup de personnes croyaient, le jeûne du Ramadan ne commencera pas ce mardi. Selon les saintes écritures du Coran, le début et la fin du jeûne sont conditionnés par l'apparition de la lune. Le jeûne du mois du Ramadan peut commencer à partir de l'apparition du croissant lunaire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, c'est-à-dire jeûnez quand vous le voyez et interrompez le jeûne quand vous le voyez. Donc si vous ne voyez pas la lune, complétez le compte à 30 jours. Aujourd'hui, nous complétons le compte à 30 jours. La plupart des fidèles musulmans se sont déjà mis en condition pour cette période de jeûne. J'avais déjà pris la décision. Donc comme vous me voyez là, je n'ai pas déjeuné. Oui, j'avais déjà dormi avec la décision que j'ai pris déjà
Parce que je m'attendais pour comprendre que on a vu vers le Marois ou Ngaoundé, partout comme ça là. Oui, on s'est préparé en conséquence de prendre le jeûne comme tout le monde. On a fait le maïs, on a fait les arachides, on a acheté les pommes pour commencer le jeûne. L'imam de la mosquée Amal de Nouvelle fait savoir qu'entamer son jeûne nécessite une bonne préparation physique et spirituelle. Alors, tout musulman doit se préparer à accueillir ce mois. À accueillir comment? À se préparer à faire beaucoup des actes surrogatoires, à faire des actes de charité, à lire beaucoup le Coran, à se lever la nuit et prier. Tout ça pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 30 jours consacrés au jeûne du Ramadan sont aussi marqués par des actes de charité, de convivialité et de sérénité spirituelle. Toujours en page nationale, parlons de ce mouvement d'humeur des conducteurs de taxi à Banganté, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils s'insurgent contre les contrôles inopinés des agents de la prévention et de la sécurité routière. Ils ont aussi observé un arrêt de leurs activités le week-end dernier. Jérôme Nassis Obze. Les conducteurs de taxi, communément appelés de la ville de Banganté, chauffeurs clando, ont observé un mouvement d'humeur le week-end dernier après que les agents de la prévention et de la sécurité routière du département d'Indé aient décidé de procéder à un contrôle inopiné sur une voie secondaire campagne depuis quelque temps ces derniers. C'est que les gars sont un peu touchés parce que ce tronçon-ci n'est pas à l'axe lourd. Ils seraient très d'accord si le service se passait à Penco. Voilà. Non, à Penco, à l'axe lourd, à Penco. Bon, et deuxièmement, s'il faut revenir sur le problème des pièces officielles afférentes à la mise en circulation de leurs véhicules, ils souhaiteraient que ça vienne petit à petit, et surtout s'ils se révoltent, c'est parce qu'il n'y a pas eu sensibilisation à l'avance. Ils sont butés subitement comme ça devant un contrôle, et alors que les temps sont très durs. Cette situation a poussé le sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, M. Ngal-Charles, et ses proches collaborateurs à descendre sur le terrain. Ici, il est reproché à ces chauffeurs clando qui partent d'un village à l'autre, non seulement le manque de pièces permettant la mise en circulation de leurs véhicules, mais aussi et surtout les surcharges. On est de se conformer à la réglementation et c'est une instruction gouvernementale qui demande que pendant les vacances et pendant les périodes de fête, que la prévention routière se mette en route à l'effet de sécuriser les personnes et les biens. Au terme des échanges avec le sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, la voie a finalement été libérée et les chauffeurs transporteurs ont été invités à saisir de manière officielle le préfet du département d'Indé afin d'exprimer leur doléance. Affaire à suivre. À l'étranger, tout d'abord, en Égypte, le pays s'est enfoncé depuis quelque temps dans le chaos après la chute de Mohamed Morsi. Et pour certains analystes politiques, Mohamed Morsi n'a pas été élu sur des fondements démocratiques solides. Les précisions avec Mitterrand Dam et Serge Alaoutou. En se rendant aux urnes en mai 2012 pour l'élection de leur premier président civil, les Égyptiens croyaient avoir tourné la page des pouvoirs militaires. Avec 51% de suffrages, Mohamed Morsi, candidat du Parti de la Liberté et de la Justice, l'aile politique des frères musulmans, arrive donc de manière démocratique à la tête de la première puissance militaire du Proche-Orient. Dominique Yamtimba, analyste politique, émet des réserves sur le caractère démocratique de l'élection qui a porté Mohamed Morsi au pouvoir. Ce n'est pas que la démocratie a fait un recul particulier parce qu'il n'y en avait déjà pas en Égypte. Malheureusement, la base sur laquelle Mohamed Morsi arrive au pouvoir est contestable, mais le peuple réussit pratiquement à renverser la vapeur, à prendre le pouvoir, mais il y a des forces, des intérêts extrêmement importants souterrains qui lui ravissent par la suite sa victoire et réinstalle le statu quo. À peine 13 mois passés au palais d'Abedine, Mohamed Morsi fait face à une vague de mécontentement qui dure 4 jours. Le 3 juillet, il est finalement renversé par des militaires conduits par le général Abou Fattah al-Sisi. Un coup d'État, reconnaissent les observateurs. Mais cette expression ne rentre pas dans le vocabulaire de l'actuel locataire de la Maison Blanche.
Pour Dominique Yamtimba, seuls les intérêts économiques gouvernent. Il y a 2 millions de barils de pétrole qui transitent par le canal de Suez chaque jour. Cela représente plusieurs milliards de dollars. Et si on ajoute toutes les autres marchandises, vous avez entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars qui transitent par le canal de Suez chaque année. Ça veut dire 4 000 années de budget du Cameroun. Depuis la chute le 3 juillet de Mohamed Morsi, l'Égypte est au bord du chaos. La tension entre pro et anti-Morsi a atteint son pic le 7 juillet avec le massacre d'une 50aine de personnes devant la garde républicaine. Une guerre civile serait envisageable au cas où tous les partis ne seraient pas conviés à la table des négociations. Le risque, c'est que les pro-Morsi, et c'est là le danger, qui en fait ont pour ciment quelque chose d'extrêmement délicat et dangereux et d'explosif. La religion finisse par s'entêter, devenir encore plus jusqu'au boutiste et finalement extrémiste, et que cela conduise l'Égypte à son autodestruction. L'Égypte a donc depuis inscrit son nom sur les tablettes des pays démocratiques. Une démocratie telle que conçue et voulue par les Occidentaux. Le sujet est en débat en deuxième partie de ce journal. Toujours à l'étranger, en Afrique du Sud, querelle autour du lieu d'inhumation de Nelson Mandela. Ses filles et son épouse Graça Machel sont à couteau tiré avec Mandela. Mandela, un des petits-fils de l'ancien président sud-africain. Cette mésentente naît au moment où Nelson Mandela est toujours interné dans un hôpital privé à Pretoria. Jean-Paul Chuniat. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est entre la vie et la mort. Le choix du lieu de son enterrement divise déjà sa descendance. D'un côté, Mandla Mandela, le petit-fils, voudrait inhumer son grand-père en vaisseau et non pas à Kounou, comme l'exige la majorité de la famille. Le neveu de Mandela, qui est le chef d'ailleurs de son clan, donc qui lui est au village, dit obéir à une logique clanique, traditionnelle, familiale, qui veut que, en tant que famille royale, toutes les dépouilles soient enterrées au même endroit. Dans cette lutte acharnée de Mandla Mandela contre tous, la fille aînée de Nelson Mandela, Mandela Makaziwe, accuse son neveu de vouloir se faire de l'argent sur un éventuel décès de leur père et y profiter pour développer son village. Que ce soit pour gagner de l'argent ou pour faire de l'argent ou pas, leur neveu est dans son droit de chef de clan. De l'autre côté, les filles de Mandela sont dans leur rôle d'héritières légitimes de leur père. Les marques de la division familiale sont très profondes. Mandla Mandela est isolé. Il rend visite tout seul à son grand-père à l'hôpital, pendant que les autres y vont en groupe. Dans cette guerre pour le contrôle de la dépouille de Nelson Mandela en cas de décès, son épouse Graça Machel a porté plainte contre Mandla Mandela pour avoir, sur autorisation de la justice, exhumé à Kounou et transféré en vaisseau les dépouilles de 3 enfants de Nelson Mandela. Vous avez un bien, ne le cassez pas en 1000 morceaux, finalement vous n'aurez rien. Asseyez-vous, discutez, trouvez le meilleur moyen d'exploiter cette ressource que la nature vous a donnée. Mandela finalement n'est ni le fruit de son neveu ni celui de ses enfants. Il est plutôt quelqu'un qui appartient à l'Afrique du Sud et à l'humanité tout entière. Depuis la désignation de Mandla Mandela en 2007 comme chef du clan Madiba par son grand-père, la fille aînée Makaziwe Mandela conteste ce leadership et se bat pour avoir la main mise sur la fratrie Mandela. Je vous convie à présent juste après la transition et nous allons revenir sur la situation qui prévaut actuellement en Égypte avec nos invités. Eh bien, 2 écrivains avec moi sur ce plateau pour décrypter la situation qui prévaut actuellement en Afrique du Sud. Tout d'abord à ma gauche, Hubert Etundi. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Journaliste, écrivain, il faut le préciser. Tout à fait. Et à ma droite, on a Eric Yombi, écrivain, chercheur. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Alors, vous suivez avec nous la situation en Égypte. Il y a un peu plus d'une semaine, la population est descendue dans la rue, réclamant le départ du pouvoir de Mohamed Morsi. Eh bien, Mohamed Morsi est parti du pouvoir. Qu'est-ce qui fait problème actuellement en Égypte ? Alors, ce qui fait problème, c'est tout simplement qu'il y a eu un coup d'État, il y a eu un rapport de force qui était en faveur de la population. Il faut rappeler que l'Égypte, c'est 85 millions d'habitants et que sur la place Tahrir, n'est-ce pas, les manifestants ont voulu le départ de Morsi parce que celui-ci ne répondait plus à leurs aspirations. Alors, l'armée qui est constituée essentiellement de 500 000 hommes, dans ce rapport de force, dans ces ultimatums de la population, évidemment, l'armée s'est rangée, n'est-ce pas, du côté de la population et finalement a signé à résidence
le président Morsi a fini par tomber. On va peut-être revenir sur le rôle que l'armée a joué et est en train de jouer dans cette crise, mais Hubert Etundi, je reviens un peu plus sur ma question. Que réclame le peuple à présent? Puisque forcément, c'est Mohamed Morsi qui faisait problème, il est parti et subitement le pays sombre dans le chaos. Merci. Il faut comprendre que le peuple réclame toujours ce qu'il a réclamé depuis la révolution, le début de la révolution du jasmin. Et il faut comprendre que le président, le premier déchu qui a été débarqué par ce peuple de la place Tahrir, c'est-à-dire Hosni Moubarak, en réalité était arrivé à un stade de la gouvernance qui avait atteint un point culminant de pratiquement 11% de chômage dans le pays. Et donc, il y avait un mal-être, un mal-vivre qui a donc provoqué cette révolution. Et aujourd'hui, la révolution, en principe, en ce temps-là, avait été tout simplement récupérée par les frères musulmans qui étaient le groupe le plus structuré, en fait le groupe politique le plus structuré dans le pays, qui a donc récupéré ce vaste champ qui avait été défriché par la place Tahrir. En fait, le peuple qui réclamait un peu plus de liberté, un peu plus de mieux-être. On a l'impression que ce peuple n'a toujours pas retrouvé ce dont il réclamait avant le départ de Morsi. Et c'est ça justement le problème. Le problème, c'est qu'en réalité, malgré les promesses de campagne faites par le président déchu, Mohamed Morsi, malgré toute la volonté, parce que si vous prenez le discours que Mohamed Morsi, avant son investiture, avait prononcé à la place Tahrir, si vous faites le décompte de ces discours, il a convoqué le nom de Dieu à plus de 20, 25, 30 reprises. On se disait donc en réalité, voilà un messie, voilà quelqu'un qui vient faire le miracle pour donner au peuple égyptien ce qu'il a réclamé avec le départ de Hosni Moubarak, qui était devenu quelqu'un qui traînait derrière lui une vaste clique de corrupteurs et de corrompus. Et du coup, on constate qu'en réalité, Mohamed Morsi n'a pas fait le miracle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'est agrippé sur la religion. Il a régné par décret, il a forcé un référendum, il a même à plusieurs reprises inquiété la population par ses travers. Et du coup, le peuple s'est vu un peu abusé, s'est vu, en fait, le peuple n'a plus trouvé l'objectif visé par rapport à la révolution de la place Tahrir au départ. Voilà. Et donc, le peuple a réclamé tout simplement son départ sur le simple fait que sur son programme politique, Morsi ne remplissait pas les aspirations premières et légitimes du peuple. Hubert, lui, il fait uniquement allusion au peuple. Pourtant, on voit un peu le rôle que l'armée a joué dans la déchéance de Mohamed Morsi. Si on revient un peu en arrière, on constate que Nasser, aussi bien Nasser que Sadat et Moubarak, tous étaient des hommes en tenue. Alors, Eric Yombi, est-ce que décidément les civils ne s'accommodent pas au pouvoir en Égypte? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, pour répondre à votre question, il faudrait qu'on fasse un peu d'histoire. Il faudrait déjà qu'on rappelle que c'était une monarchie à l'époque, l'Égypte, et qu'en 1952, plus précisément, Nasser et quelques officiers ont pris le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a l'instauration de la République. Et c'est en 1954 exactement que Nasser, lui, prend le pouvoir. Alors, donc, de l'Égypte, de ce qu'on sait aujourd'hui, c'est un pays qui a été toujours dirigé par les militaires jusqu'à Morsi. Morsi a été le premier civil élu et élu démocratiquement. Alors, dans l'un des péchés de Morsi, si on veut bien comprendre, c'est qu'il a eu du mal, n'est-ce pas, à pouvoir travailler avec l'armée, à pouvoir, n'est-ce pas, se rapprocher de cette population qui n'est pas toujours, n'est-ce pas, musulmane. Mais est-ce que ce n'est pas le fait que l'armée était déjà habituée auparavant au pouvoir, que l'armée n'a pas voulu, n'a pas compris comment peut-être se laisser ou alors gouverner par un civil? Il faut bien comprendre que l'armée a toujours eu le pouvoir en Égypte. Même lorsque l'armée n'est pas aux affaires, elle est toujours derrière. Il faut prendre un exemple assez précis. Il faut savoir que l'Égypte, l'armée égyptienne reçoit chaque année des États-Unis 1,3 milliard de dollars pour l'armée en Égypte. Il faudrait qu'on le sache. Et de ce point de vue, l'armée est un élément politique incontournable dans la vie politique de ce pays. Alors, donc on peut tout simplement dire que les frères musulmans, ils n'ont pas pu jouer franc jeu ou bien jouer politiquement le jeu, n'est-ce pas, avec la population, y compris l'armée. Le deuxième élément qu'il faut préciser par rapport à Mohamed Morsi, on sait bien qu'il est le candidat, j'allais dire, issu des frères musulmans. Cette confrérie qui a été créée en 1927
par Hassan el-Banna, dont on connaît aujourd'hui la devise « L'islam, c'est la solution ». Peut-être que Morsi a dû très souvent appliquer cet islam rigide dans une société qui est en pleine mutation, et de ce point de vue, il n'a pas pu répondre aux aspirations profondes telles que M. Etoundi, n'est-ce pas, le précisait tout à l'heure. Alors, on a noté quand même beaucoup de morts, un peu plus de 50, beaucoup plus dans le camp des pro-Morsi. Alors, Hubert Etoundi, que peut être l'impact sur le plan géopolitique de cette crise, déjà à l'intérieur de l'Égypte? Est-ce qu'on ne s'avance pas un peu, tout le monde le craint, vers un scénario syrien? Avant d'arriver dans ce studio, on pouvait peut-être le croire. Je précise à la suite d'Éric Yombi que l'armée détient 30% de part d'économie en Égypte. Donc, vous comprenez le rôle capital qui est celui de l'armée. Avoir 30% de part dans l'économie du pays, l'armée n'est pas prête à voir le pays être dirigé par une personne qui, en réalité, ne peut pas regarder favorablement vers cette armée. Cela dit, il faut préciser qu'il y a eu la nomination d'un Premier ministre qui est un économiste libéral, Anzen Bellavi, aujourd'hui, et que Mohamed El Baradei a été promu vice-président par intérim naturellement. Donc, il faut dire que géopolitiquement, on aurait dû croire qu'on va aller vers un chaos, mais le chaos ne sera pas possible parce qu'en réalité, cette armée va jouer par la ruse dont elle se sert depuis les 22 ans de pouvoir dont a fait état Eric tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'armée, et c'est ce que Morsi n'a pas réussi, l'armée forcément est en train de vouloir recomposer les forces, mais ce sera difficile. Ce sera difficile, c'est complexe, parce que par exemple les salafistes ont jeté l'éponge sur la table de la négociation. Alors, il n'y a pas risque qu'on retombe un peu dans la situation de l'Algérie en 1990. Je pense pas, parce que ici, il faut préciser que par rapport aux réactions des pays occidentaux, qui en réalité, quelqu'un l'a dit lors du premier élément qui nous menait dans ce commentaire, que ici on est un peu curieux de comprendre que la Grande-Bretagne, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, tout ça ne condamne pas le coup de force, mais demande le retour aux institutions démocratiques. Or, il y a eu véritablement un coup de force. Le risque ici ne peut pas être, on ne peut pas aller vers un chaos parce que les États-Unis veillent au grain. Les États-Unis veulent maintenir l'équilibre dans la région et surtout défendre les gros intérêts économiques qui sont dans la région. Vous allez permettre à ce que Eric Yombi dise quelque chose, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce programme. Alors, comment comprendre le comportement de l'Occident face à ce qui se passe en Égypte? Nous sommes dans un monde extrêmement mondialisé et dont l'économie n'est pas une grande part dans tous les calculs, dans toutes les tactiques politiques. Il faut bien le comprendre. Donc, on préfère être avec des militaires, du moins pour mieux contrôler la situation, c'est-à-dire le canal de Suez, n'est-ce pas, qui est une route maritime extrêmement intéressante. Mais permettez-moi de parler de quelque chose. En quelques secondes. Oui, en quelque chose. Il faut bien comprendre que dans les relations internationales africaines en ce moment, il y a un pays qui n'est pas content, mais en même temps, un pays qui devrait regarder ce problème de très près. Il s'agit de l'Afrique du Sud. Vous savez qu'il y a une bataille, n'est-ce pas, obscure, qui se joue entre l'Afrique du Sud et l'Égypte en ce qui concerne le positionnement aux Nations Unies. Peut-être que ce pays, n'est-ce pas, finalement devrait être, vous parliez de l'impact tout à l'heure, devrait être pas content, mais en tout cas, ce pays devrait de plus en plus gagner du terrain par rapport à la flamboyance diplomatique qu'on attend de ce pays, étant donné que c'est son talon d'Achille dans son projet, n'est-ce pas, concernant ce siège de membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Voilà, merci Eric Yombi, vous êtes écrivain, chercheur. Merci également à Hubert Etoundi, journaliste, écrivain. C'était un plaisir, il faut préciser que... de comprendre une petite chose par rapport à ce qui se déroule actuellement en Égypte. On aura le temps de revenir plus en profondeur au cours des émissions spécialisées sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est au bas de cette deuxième partie de ce journal que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci, tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.
prévision météorologique du mercredi 10 juillet 2013. Dans la région de l'extrême nord à Marois, les températures évoluent de 25 à 30 degrés, faible pluie en matinée, orage en après-midi, intervalle nuageux en soirée. À Yagua, les températures progressent de 24 à 34 degrés. Le ciel sera en partie nuageux durant toute la journée. Dans la région du nord à Guidère, les températures progressent de 24 à 32 degrés. Le ciel en partie nuageux en matinée, tout comme en après-midi, majoritairement clair en soirée. À Garoua, les températures progressent de 23 à 36 degrés. Faible pluie en matinée, intervalle nuageux le reste de la journée. Dans la région de la Damawa, à Ngaoundéré, les températures évoluent de 14 à 27 degrés. Faible pluie en matinée, intervalle nuageux en après-midi, orage en soirée. À Nyamboya, les températures varient de 19 à 26 degrés. Le ciel couvert en matinée, orage le reste de la journée. Dans la région de l'Est, à Abombar, les températures évoluent de 19 à 26 degrés. Faible pluie en matinée, orage en après-midi, faible pluie en soirée. À Bertois, les températures progressent de 19 à 24 degrés. Le ciel sera couvert durant toute la journée. Dans la région du centre à Yaoundé, les températures évoluent de 19 à 25 degrés. Faible pluie en matinée, orage en après-midi, le ciel nuageux en soirée. À Ntui, les températures évoluent de 20 à 25 degrés. Le ciel nuageux en matinée, tout comme en après-midi, et du brouillard en soirée. Dans la région du littoral à Douala, les températures varient de 24 à 29 degrés. Orage en matinée, tout comme en après-midi, faible pluie en soirée. À Konsamba, les températures varient de 18 à 25 degrés. Faible pluie en matinée, le ciel nuageux en après-midi, orage en soirée. Dans la région de l'Ouest, à Bafoussam, les températures varient de 16 à 24 degrés. Le ciel nuageux en matinée et en partie nuageux le reste de la journée. À Baganté, 17 degrés minimum, 23 degrés maximum. Le ciel nuageux en matinée, en partie nuageux en après-midi et couvert en soirée. Dans la région du sud, à Kribi, les températures progressent de 24 à 27 degrés. Orage en matinée tout comme en après-midi et faible pluie en soirée. À Ebolova, 20 degrés minimum, 25 degrés maximum. Faible pluie en matinée, le ciel nuageux en après-midi et couvert en soirée. Dans la région du sud-ouest, à Kumba, les températures évoluent de 21 à 28 degrés. Le ciel couvert en matinée, en partie nuageux en après-midi et nuageux en soirée. À Limbé, les températures évoluent de 23 à 28 degrés. Le ciel couvert en matinée tout comme en après-midi et nuageux en soirée. Dans la région du nord-ouest, à Bamenda, les températures progressent de 15 à 24 degrés. Le ciel nuageux en matinée, faible pluie en après-midi, orage en soirée. À Cambé, les températures varient de 17 à 26 degrés. Le ciel voilé en matinée, averse de pluie le reste de la journée. Nous célébrons demain mercredi 10 juillet les Ulric. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 6h50 dans Cadence matinale.